Je suis rentré à la maison pour Noël, mais la maison était vide. Mon téléphone a vibré avec le SMS de papa, fait réchauffer les restes. Il avait emmené son fils en or à un dîner de luxe. Pas moi. Je n'ai pas discuté, j'ai fait mes valises et j'ai disparu. Lorsqu'ils sont rentrés et ont ouvert la porte, ce qu'ils ont vu les a laissés figés. J'ai fermé à clé la boutique Whitmore Gift un peu après 7 heures du soir, mes doigts raides après 12 heures d'affilée à emballer des cadeaux, à sourire aux clients et à supporter les bavardages de fêtes sans fin. Le genre de foule de Noël qui rendait la petite boutique du centre-ville de Ridgewood vivante mais laissait mon corps endolori dès que le dernier client sortait. J'ai tourné le panneau sur « Fermé », inspiré la légère odeur de bougies au pain qui flottait encore dans l'air, et je suis sorti dans le froid du Colorado. Le ciel avait la lueur argentée et douce de la nuit de Noël, celle qui semble tendre même quand on est épuisé. J'ai serré mon écharpe plus fort autour de mon cou et j'ai marché vers ma voiture. Le vent portait le son lointain des cloches d'église, flottant à travers les rues vides comme pour rappeler au monde de ralentir. Un instant, je me suis laissé l'inspirer. Le silence. La fraîcheur de l'hiver. L'écho lointain d'un Noël qui avait encore de la magie pour d'autres gens. Cela donnait l'impression que la longue journée en valait la peine, même si je sentais la douleur dans mes épaules s'installer plus profondément à chaque minute qui passait. Une fois que j'ai commencé à conduire, les lumières du centre-ville sont restées derrière moi et Ridgewood s'est transformé en ces quartiers qui ressemblaient toujours à l'intérieur d'une boule à neige. Les familles remplissaient leurs porches de lumière scintillante. Des couronnes brillaient doucement sur les portes. J'ai ralenti la voiture, me laissant absorber les petites vignettes de chaleur à travers les fenêtres. Un groupe d'adolescents en pyjama assortis riant près d'une cheminée. Une grand-mère servait de la soupe à la louche depuis une cocotte en fonte tandis que 2 petites filles dansaient en rond autour d'elle. Un couple se penchant l'un vers l'autre en dressant la table avec des assiettes à bordure dorée. Chaque fenêtre était un petit film sur l'appartenance, et je me suis laissé croire que le mien m'attendait aussi. Papa, Blake et moi avions toujours passé la nuit de Noël ensemble. Nous n'étions pas une famille parfaite, mais nous avions nos petits rituels. Chocolat chaud après le dîner. Un tour en voiture lent pour regarder les lumières. La musique jouant sur notre vieille radio. Même lorsque les choses étaient tendues entre nous, Noël avait toujours été la nuit où nous essayions de nous retrouver à mi-chemin. Je me suis raccroché à cette idée en tournant dans les rues familières vers la maison. Au moment où j'ai atteint Maple Glen Drive, la fatigue que j'avais portée toute la journée s'est adoucie en une anticipation tranquille. Cela me rappelait l'enfance, ce sentiment d'être attiré vers la maison par quelque chose de chaleureux et de familier. Et avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, je suis curieuse de savoir ce que vous faites en écoutant cette histoire. Si vous avez envie de partager, dites-le moi dans les commentaires. Quant à moi, cette nuit-là, je tournais dans mon allée en croyant que je me dirigeais vers une maison qui voulait encore de moi. Mais au moment où mes phares ont balayé le revêtement extérieur, l'illusion s'est fissurée. La maison était sombre. Pas tamisée, pas à moitié éclairée. Complètement sombre, comme si personne n'avait touché un interrupteur depuis le matin. Papa avait déjà oublié les lumières, mais pas à Noël. Pas quand il savait que je rentrerais tard de la boutique. J'ai avancé lentement, cherchant quelque chose de logique. Le camion de papa était parti. La vieille berline de Blake était partie aussi. Même la lumière du Porsche qu'il oubliait toujours d'éteindre était morte. Je suis resté assise dans la voiture quelques secondes, agrippant le volant. Le froid s'infiltrait avant même que j'ouvre la porte. Quand je suis enfin sorti, l'air semblait plus vif qu'il ne l'était quelques instants auparavant, comme si la nuit elle-même savait que j'entrais dans quelque chose pour lequel je n'étais pas préparé. J'ai monté les marches et poussé la porte d'entrée, mes clés tintent faiblement dans ma main. Les charnières ont gémi doucement, un son que j'avais entendu 1000 fois mais qui ce soir semblait étranger. À l'intérieur, la maison semblait vide, comme si elle retenait son souffle. J'ai allumé l'interrupteur de la cuisine. La lumière a vacillé, révélant la scène exacte que j'avais laissée tôt ce matin. Des comptoirs propres. Le chemin de table rouge que j'avais repassé il y a 2 nuits. Le bol en céramique au centre, toujours rempli des oranges dont papa insistait qu'elles portaient chance. Pas un seul signe de dîner de Noël. Pas un seul signe que quelqu'un avait prévu que je rentre à la maison. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. Je l'ai soulevé avec des doigts engourdis. Un SMS de papa. Fais réchauffer les restes et profite de Noël. Nous sommes sortis dîner. C'était tout. Aucune explication, aucun désolé, aucun « on t'a attendu », aucun « j'espère que tu as passé une bonne journée ».
Juste un moyen de réchauffer quelque chose de vieux et de le manger seul. Comme si c'était suffisant. Comme si j'étais suffisante. J'ai fixé le message jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Ma gorge s'est serrée, et un instant j'ai cru que j'allais m'effondrer là, sur le carrelage de la cuisine. Mais je ne l'ai pas fait. Quelque chose en moi a refusé de craquer devant un message texte. Je suis allé au réfrigérateur parce que j'avais besoin de voir ce que signifiaient même les restes. La poignée était froide sous ma main. Quand j'ai ouvert la porte, la lumière jaune a inondé un unique récipient en plastique posé en plein milieu de l'étagère. À l'intérieur, il y avait un morceau de dinde trop cuite d'il y a 2 jours, une cuillerée de purée de pommes de terre figée et une cuillerée de haricots verts devenus gris terne. Froid. Se ratatinant. Oublié. Tout comme moi. Je suis resté là, la porte ouverte, la lumière se déversant sur mon visage, l'air froid frôlant ma peau, et je n'ai pu m'empêcher de me demander quand exactement le changement s'était produit. Quand ma place dans la famille était-elle devenue quelque chose de facultatif? Quand étais-je devenu l'après-coup qu'il n'essayait même plus de feindre d'inclure? Ce n'étaient pas les restes mêmes qui faisaient mal. C'était le message qu'ils contenaient. Quelqu'un d'autre avait été choisi. Quelqu'un d'autre avait été désiré. Quelqu'un d'autre avait valu leur temps. J'ai fermé le frigo doucement, presque avec révérence, comme si l'acte lui-même exigeait une sorte de dignité que personne d'autre dans cette maison ne s'était donné la peine de m'accorder. Ma main s'est attardée un instant de plus sur la porte, sentant la fraîcheur lisse sous mes doigts. Je me suis appuyé sur le comptoir, essayant de me stabiliser, mais la curiosité ou peut-être l'instinct a attiré ma main vers mon téléphone. J'ai ouvert Instagram. L'application a chargé lentement, chaque seconde s'étirant comme un avertissement. Puis la première photo est apparue. Papa dans un restaurant à Denver, tenant un verre de vin. Blake à côté de lui, riant comme si le monde était parfait et entier. Le restaurant était Pinoloo, l'un des endroits les plus chers de la ville. Des guirlandes de lumière blanche pendaient du plafond. Une immense couronne brillait derrière eux. La légende sous le poste de Blake disait « Festin de Noël avec les meilleures personnes ». Des émojis cœurs. Des verres qui trinquent. Cette joie simple que les familles partagent quand toutes les personnes qui comptent sont présentes. Les meilleures personnes. Ma poitrine s'est serrée alors que je faisais défiler photo après photo. Une table pleine d'amuse-gueules. Une assiette de côte de bœuf au romarin. Une tour de dessert scintillant sous des guirlandes lumineuses. Papa souriait d'une manière qu'il n'avait pas souri depuis des années. Blake se penchait, parlant avec animation. Une femme du bureau de papa assise à côté d'eux dans une robe rouge. Je l'ai reconnue. Hélène. Elle passait souvent à la boutique pour prendre des cartes pour le bureau. Elle était assez gentille, je suppose, mais ce n'était pas la question. Elle était assise là où j'aurais dû être assise. Elle était incluse dans quelque chose qui devait être à nous. Un moment en famille. Un moment de Noël. Pas une seule chaise vide. Pas une seule recherche de moi. Pas un seul signe que je leur avais même traversé l'esprit. Ils n'étaient pas simplement allés dîner sans moi. Ils avaient planifié une célébration complète, réservé l'endroit des jours à l'avance, s'étaient habillés, avaient commandé le genre de repas que nous ne nous offrions jamais, et n'avaient jamais pensé à demander où j'étais ou si je voulais venir. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix fait il y a des jours. Un choix où je n'existais pas. J'ai posé mon téléphone lentement, comme s'il pesait soudainement plus lourd. Le froid de l'extérieur semblait s'infiltrer dans les murs de la cuisine. J'ai regardé la fenêtre sombre au-dessus de l'évier, ne voyant que mon faible reflet. Mon visage paraissait pâle, fatigué, pluvieux en quelque sorte. Comme quelqu'un qui s'était accroché trop longtemps en espérant quelque chose qui n'allait jamais arriver. Pendant un long moment, je n'ai rien fait. Je n'ai pas crié, ni pleuré, ni leur ai répondu par SMS. Je suis simplement resté debout dans la maison silencieuse que j'avais tant travaillé à maintenir à flot, ressentant la douleur familière d'être mise de côté. Seulement cette fois, elle n'a pas glissé sur moi comme avant. Cette fois, elle s'est enracinée plus profondément. Quelque part à l'intérieur, un changement a commencé. Lent au début, comme une fine fissure se formant sous la glace, un son qu'on peut à peine entendre. Mais il était là. Je le sentais dans ma poitrine, dans la façon dont ma respiration se stabilisait, dans la façon dont mes doigts se recroquevillaient légèrement sur le comptoir. Il m'avait effacé de la nuit de Noël. Mais j'étais toujours là. Respirant.
voyant clairement pour la première fois depuis des années. Je n'étais pas encore prête à bouger. Pas prête à agir. Mais la colère qui s'installait dans ma poitrine n'était plus du genre à s'estomper du jour au lendemain. Elle prenait du poids et une direction, rassemblant les fils en quelque chose de plus fort, de plus tranchant. Et pour la première fois depuis si longtemps que je ne pouvais me souvenir de la dernière fois, j'ai senti quelque chose de puissant s'agiter sous la blessure. Le début d'une tempête. Je suis resté là dans la cuisine pendant un long moment, sentant cette tempête monter tranquillement en moi, et alors que la pièce s'installait dans le calme, mon esprit est revenu en arrière sur les années qui avaient façonné ce moment précis. La vérité, c'est que ce soir n'est pas sorti de nulle part. Ce n'était pas une cruauté soudaine. C'était le résultat de 6 années à être lentement repoussé de plus en plus loin du centre de ma propre famille. Ça a commencé en 2018, l'année où maman est morte. J'avais 25 ans à l'époque, encore en train de me débrouiller avec ma boutique de cadeaux, croyant encore que les familles se rapprochent naturellement après une perte. Mais la nôtre ne l'a pas fait. Quelque chose en papa s'était brisé d'une manière qu'il refusait de reconnaître, et au lieu de s'appuyer sur ses 2 enfants, il s'est appuyé presque entièrement sur Blake. Il a commencé à l'appeler, le garçon qui lui rappelait des jours meilleurs, celui qui avait besoin de conseils, celui qui devait porter le nom de Whitmore. Je suis devenue celle qui, s'en sortirait très bien, l'indépendante, la fille qui pouvait prendre soin d'elle-même. Au début, ça ne faisait pas mal. Je comprenais le deuil. Je comprenais que papa voyait la douceur de Blake comme quelque chose de fragile, quelque chose qui nécessitait son attention. Alors je me suis mise en retrait volontairement. Je faisais les courses. Je gérais les factures quand papa oubliait. Je me suis occupé des arrangements funéraires quand il s'est renfermé pendant une semaine. Blake arrivait en retard à chaque réunion, les cheveux en désordre, les chaussures délacées, et papa souriait comme s'il avait à nouveau 5 ans. Bon garçon. Tu es venu. Pendant ce temps, j'étais celle qui se présentait pour tout. Et d'une manière ou d'une autre, cela m'a rendu invisible. Un soir au début de 2019, je suis rentré de la boutique en portant une boîte de bougies données pour une collecte de fonds que maman avait aimée. Papa était dans le salon, regardant un match de basket avec Blake. Je me souviens d'être resté là en espérant qu'il me demanderait comment s'était passée ma journée. Il a à peine levé les yeux. Le dîner est sur la cuisinière, a-t-il dit, les yeux toujours sur l'écran. Blake a choisi la recette. J'ai forcé un sourire. J'avais été celle qui cuisinait tous les soirs depuis des mois. Mais Blake avait mis une lasagne surgelée au four cet après-midi-là, et soudain, c'était lui qui recevait les éloges. Papa lui a tapé sur le genou et a dit qu'il prenait les choses en main. Ça aurait dû être le premier signe. Mais je l'ai ignoré. Je pensais que les gens agissaient bizarrement quand une personne qu'ils aimaient leur manquait. Je pensais que ça se calmerait avec le temps. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est combien de temps cela durerait. Fin 2019, je jonglais entre la boutique, les factures et l'aide à papa pour qu'il se remette sur pied. Blake travaillait à temps partiel dans une salle de sport, passant d'un projet à l'autre, et papa le qualifiait d'ambitieux. J'ai acheté de nouveaux pneus pour le camion de papa et il a remercié Blake de lui en avoir parlé. J'ai passé un week-end entier à repeindre le couloir pour couvrir les éraflures dues au déplacement de meubles, et papa a dit à Blake à quel point c'était joli. Si jamais je le corrigeais, il haussait les épaules et disait, « Tu sais ce que je veux dire. » Mais après un certain temps, j'ai arrêté de lui demander de me voir. Il y a une sorte de fatigue particulière qui vient du fait de mendier le strict minimum. Le pire a frappé en 2020, lorsque la pandémie a tout bouleversé. Whitmore Gift a failli s'effondrer en une seule semaine. Je suis passé d'un flux constant de clients à une boutique vide du jour au lendemain. Les factures reposaient sur mon comptoir comme de petites menaces. J'ai passé des nuits à me tourner et retourner dans mon lit en me demandant si je devais tout fermer. Je me souviens encore de la nuit où je me suis assise avec papa à table, lui montrant mes chiffres, lui demandant s'il avait des conseils. Il a écouté d'une oreille distraite, hochant la tête. J'ai pensé un instant qu'il pourrait offrir son soutien ou même des encouragements. Puis il a soupiré et a dit, « Blake a plus besoin d'aide que toi en ce moment. Il pourrait ne pas retrouver ses heures à la salle de sport. Il a des difficultés. » Je l'ai regardé, stupéfaite. J'étais en train de me noyer. Tout mon gagne-pain, le rêve que j'avais bâti à partir de rien, me glissait entre les doigts. Mais tout ce qu'il pouvait voir, c'était l'incertitude de Blake. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendu.
Je suis retourné à la boutique le lendemain matin et j'ai refusé de pleurer. Et dans ce désespoir, quelque chose en moi a changé pour la première fois. J'ai retiré la moitié de l'inventaire, créé une nouvelle disposition et me suis tourné vers les articles de maison fait main. J'ai créé des ensembles de bougies et des paniers personnalisés. J'ai commencé à faire des livraisons sur le porche pour les clients qui avaient trop peur de sortir. Et la boutique a survécu. De justesse, mais elle a survécu. Quand papa est venu des mois plus tard et a vu les nouvelles présentations, il a hoché la tête avec approbation. Tu retombes toujours sur tes pieds, ma grande. Pas un mot sur la difficulté avec laquelle je m'étais battu. Pas une seule question sur le point où j'avais failli tout perdre. Pendant ce temps, Blake a mentionné vouloir lancer une chaîne YouTube de fitness et papa lui a offert de l'argent pour l'équipement le même après-midi. C'est à peu près à ce moment-là que Nora Eden a commencé à remarquer des choses. Nora, notre voisine depuis mes 9 ans, avec ses boucles grises sauvages et ce genre de sourire qu'il y a à travers les gens. Elle voyait plus qu'elle ne le disait jamais. Un après-midi, j'ai déposé des colis pour elle sur son porche et elle est sortie, s'essuyant les mains avec un torchon. Tu as l'air fatiguée, Lana. Juste occupée, ai-je dit. C'était toujours ma réponse. Être occupée est une chose, a-t-elle dit. Porteur tout le monde en est une autre. Ces mots m'ont frappé plus fort qu'elle ne le comprenait. Elle avait toujours mieux compris la dynamique de ma famille que la plupart des gens. Elle voyait comment j'étais celle qui maintenait les choses discrètement ensemble pendant que papa déversait toute sa douceur sur Blake. Tu as le droit de te choisir aussi, m'a-t-elle dit une fois alors que nous étions assises sur son porche à boire du thé glacé. Tu n'as pas à attendre que les gens remarquent ta valeur. J'ai balayé ça d'un revers de main à l'époque. Je pensais que la loyauté signifiait rester à sa place. Je pensais que la famille signifiait endurer le déséquilibre. Mais Nora a planté quelque chose en moi ce jour-là, une graine que je ne réalisais pas qu'elle deviendrait la résolution que je ressentais ce soir. Car debout dans cette cuisine froide maintenant, regardant la lumière du frigo se répandre sur le sol, j'ai compris la vérité. Être laissé seul avec un récipient en plastique de vieille dinde n'était pas un accident. C'était la prochaine étape naturelle dans une longue série de moments où j'avais été l'après-coup. La fille qui s'en sortirait. La fille qui n'avait besoin de rien. Celle qui n'avait pas sa place à table, pas vraiment. Ma famille avait passé des années à me dire qui j'étais dans cette maison. Ce soir, ils me l'ont enfin montré. Et alors que cette prise de conscience s'enfonçait plus profondément en moi, la tempête à l'intérieur s'est calmée pour devenir quelque chose de plus tranchant. Pas de la rage. Quelque chose de plus ancien, de plus stable, façonné par des années à être négligé. J'ai posé mes mains sur le comptoir et j'ai pris une lente inspiration. La maison bourdonnait faiblement du fait que le chauffage se mettait en marche. Quelque part à l'extérieur, le rire d'un voisin flottait sur la neige. Tout cela semblait si éloigné de la lourdeur dans ma poitrine. Ce soir, il ne s'agissait pas d'une invitation oubliée. C'était le reflet de 6 ans de commentaires déplacés, de rejets discrets et d'attentes que je resterais toujours en arrière-plan. 6 ans à les choisir alors qu'ils me choisissaient rarement. Et alors que je restais là, laissant le poids de tout cela s'installer, j'ai compris quelque chose avec une clarté absolue. Cette blessure n'était pas nouvelle. C'était simplement la première fois que j'étais prête à la voir. Alors que cette prise de conscience s'installait dans ma poitrine, autre chose est remontée à la surface. Un souvenir que j'avais enfoui si profondément que certains jours, j'avais l'impression qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Un souvenir qui n'avait rien à voir avec des restes ou des dîners de Noël, mais tout à voir avec la raison pour laquelle cette maison était encore debout, pourquoi papa et Blake avaient un endroit chaleureux où rentrer, et pourquoi le silence froid qui m'entourait ce soir ressemblait à une trahison construite sur une autre, plus ancienne. J'ai quitté la cuisine et j'ai descendu le couloir, mais pas lent, presque lourd. Le vieux parquet grinçait sous mes bottes, un son que je connaissais depuis mes 9 ans. J'ai passé les photos de famille sur le mur, celles que papa refusait de réorganiser après la mort de maman. Les photos semblaient figées dans le temps. Son sourire, ma coupe de cheveux d'enfant, les dents de devant manquantes de Blake. Tant de choses avaient changé depuis, mais les photos restaient exactement là où elles avaient toujours été, intactes, comme si elles appartenaient à une vie plus honnête que celle-ci. J'ai atteint la porte de ma chambre et je l'ai ouverte. L'air à l'intérieur était plus froid que dans le couloir, comme si la chaleur n'atteignait jamais complètement cet endroit. J'ai traversé la pièce jusqu'au petit coffre-fort caché dans mon placard. Il appartenait à maman. Elle y gardait des choses futiles, comme des cartes d'anniversaire,
des aiguilles à coudre et une paire de boucles d'oreilles en perles qu'elle ne portait presque jamais. Après son décès en 2018, le coffre-fort est devenu le mien. Et à l'intérieur, je gardais quelque chose que personne dans cette maison ne s'était donné la peine de se rappeler. Je me suis agenouillé, j'ai composé le code à 6 chiffres et j'ai attendu le léger déclic. Quand la porte s'est ouverte, une pile de dossiers attendait. Mon cœur s'est serré au moment où je les ai vus. Ils semblaient ordinaires à première vue, comme des papiers inoffensifs. Mais ils contenaient la vérité de ce que cette maison m'avait coûté. Début 2018, quelques semaines seulement après les funérailles de maman, papa a commencé à manquer des paiements d'hypothèque. D'abord 1. Puis 2. Puis 3. Au 5e paiement manqué, la banque a envoyé un avis d'intention de saisie. Je me souviens encore du matin où j'ai trouvé la lettre. Elle était sur la table de la cuisine, non ouverte, enterrée sous le courrier publicitaire. Le tampon rouge sur l'enveloppe ressemblait à une sirène d'alerte. Papa était assis dans le salon, fixant la télévision en sourdine. Son chagrin avait englouti sa conscience. Il reconnaissait à peine le monde extérieur à la maison. Blake suivait des cours dans un collège communautaire et travaillait quelques heures à la salle de sport, mais il était trop jeune et trop dépassé pour comprendre ce que signifiait même une lettre de saisie. J'avais 25 ans. J'avais une petite boutique de cadeaux qui rapportait assez pour vivre, mais pas assez pour gérer quelque chose d'aussi énorme. Mais je me suis assise à table, j'ai lu la lettre 3 fois et j'ai compris que notre maison était sur le point de disparaître si quelqu'un ne faisait pas quelque chose. Alors j'ai fait quelque chose. J'ai rassemblé chaque centime que j'avais économisé, l'argent que j'avais mis de côté pendant des années pour agrandir la boutique dans l'espace voisin. Ce n'était pas suffisant, alors j'ai demandé un prêt personnel à mon nom. J'ai dit à papa que j'avais besoin de sa signature pour que la banque puisse geler les frais d'intérêt. Il venait de rentrer du cimetière. Ses yeux étaient gonflés. Ses mains tremblaient. Il a signé sans lire un mot. Il pensait signer une autorisation de report de paiement. Mais il signait un accord qui m'ajoutait comme co-emprunteur sur le prêt immobilier. Je n'avais pas l'intention de le cacher. Je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à le lui expliquer à ce moment-là. Le chagrin dans la maison était si lourd qu'il rendait tout fragile. Et plus tard, quand les choses semblaient plus calmes, il semblait trop tard pour en parler sans rouvrir les blessures. La vérité était simple. J'ai sauvé la maison. Et personne ne m'a remercié parce que personne ne savait que je l'avais fait. J'ai pris le premier dossier du coffre-fort. À l'intérieur se trouvaient les documents de la restructuration du prêt, épais de près de 2 cm. Je l'ai ouvert et j'ai regardé les lignes de signature. La signature de papa était hâtive et inégale. La mienne était ferme et soignée, preuve d'une fille qui comprenait exactement ce à quoi elle consentait. Sous mon nom se trouvaient les mots « emprunteur principal ». Personne dans cette maison ne m'avait jamais dit ces mots. J'ai sorti un autre dossier. Celui-ci contenait les emails de la banque. J'ai parcouru la page jusqu'à trouver la ligne dont je me souvenais trop bien. Puisque vous êtes le principal point de contact pour le prêt, nous continuerons à envoyer tous les relevés mis à jour à votre adresse email directe. Papa n'a plus jamais vu un seul email après ça. Et il n'a jamais demandé pourquoi. Mes mains tremblaient légèrement alors que je prenais le dossier suivant, le plus épais. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur se trouvait une pile de relevés bancaires imprimés, mois après mois de chiffres qui racontaient une histoire que personne d'autre ne se souciait d'apprendre. Pendant 26 mois, papa n'avait pas payé sa part entière. Certains mois, il oubliait. Certains mois, il payait la moitié. Certains mois, il ne payait rien du tout. Chaque fois qu'il manquait à l'appel, je couvrais. Chaque mois, sans faute. 26 fois. 26 mois à choisir la stabilité de cette maison plutôt que ma propre marge de manœuvre financière. La boutique aurait pu s'agrandir plus tôt. J'aurais pu embaucher de l'aide. J'aurais pu prendre des vacances pour la première fois de ma vie d'adulte. Mais j'ai resserré mon budget, sauté des déjeuners et accepté des commandes personnalisées pour lesquelles je n'avais pas le temps, parce que je croyais que cette maison comptait pour nous tous. Maintenant, je regardais les restes froids dans le frigo et je me demandais pour qui cela avait vraiment compté. Je me suis rassise sur le sol, les dossiers sur mes genoux, et j'ai fermé les yeux. La douleur en moi n'était pas aiguë comme plus tôt. Elle était plus profonde, plus ancienne. Une douleur faite d'années de sacrifices que personne ne se rappelait, et encore moins appréciait. Papa n'a jamais demandé comment j'avais réussi à sauver la maison. Blake n'a jamais demandé d'où venait l'argent.
Il vivait juste ici, confortable, en sécurité, sans jamais se demander comment les lettres de saisie avaient disparu ou pourquoi les paiements de l'hypothèque restaient à jour. Peut-être qu'il ne savait vraiment pas. Ou peut-être qu'une partie d'eux ne voulait pas savoir. Savoir signifierait reconnaître le poids que je portais. Et reconnaître le poids pourrait signifier me voir d'une manière qu'il ne s'était jamais permis de me voir. Pas la personne fiable. Pas l'aide. Pas la fille en arrière-plan. Mais l'épine dorsale de cette maison. Je me suis levé lentement et j'ai ramené les dossiers à la cuisine. La lumière du réfrigérateur brillait doucement à mon passage, illuminant ce seul récipient en plastique posé sur l'étagère. Je l'ai regardé pendant un long moment. C'était une si petite chose, juste un morceau de dinde froide et des légumes. Mais cela représentait exactement où je me situais dans cette famille. Un reste. J'ai posé les dossiers sur le comptoir, juste à côté du récipient. Le contraste m'a presque fait rire. D'un côté, tout ce que j'avais fait pour maintenir cette maison en vie. De l'autre, la preuve du peu que je signifiais pour les gens qui y vivaient. Mes sacrifices. Leur mépris. Deux vérités côte à côte. La cuisine semblait plus froide en quelque sorte, mais je ne me suis pas éloigné. Je suis resté là, la paume posée sur le dossier du dessus, ma respiration régulière, mon cœur ne battant plus dans la confusion mais avec une clarté qui attendait depuis des années de faire surface. Il y a des moments dans la vie où tout s'aligne enfin, ou des pièces que vous avez essayé d'ignorer s'emboîtent avec une force qui ne peut être niée. En regardant ces dossiers et ce récipient, j'ai su que j'avais atteint l'un de ces moments. Un moment où le déni devient impossible. Un moment où la vérité exige d'être reconnue. Et j'étais enfin prête à la reconnaître. La maison dont il profitait. La sécurité qu'il prenait pour acquise. La stabilité qu'il supposait être toujours là. Elle tenait debout grâce à moi. Et ce soir, j'en avais fini de faire semblant. Je suis resté là dans la cuisine un long moment, ma main toujours posée sur le dossier du dessus, sentant le poids de 6 années presser à travers ma peau. Le chauffage bourdonnait doucement derrière le mur, un son bas et régulier que j'avais toujours trouvé réconfortant, mais ce soir, il ressemblait à du bruit dans une maison qui ne m'appartenait plus. La lumière du réfrigérateur projetait une lueur pâle sur les papiers et le récipient froid à côté. Deux morceaux de vérité mis à nu. L'un montrant à quel point je m'étais battu. L'autre montrant à quel point je comptais peu à leurs yeux. Quelque chose a changé en moi. Pas une explosion de rage soudaine. Pas un effondrement dramatique. Juste un déclic silencieux et indubitable. Un réalignement. Un moment où le cœur cesse d'essayer de justifier ce que l'esprit sait déjà. J'en avais fini de porter seul le poids de cette maison. J'en avais fini de me faire petite pour des gens qui refusaient de me voir. J'en avais fini d'avaler la blessure et de l'appeler loyauté. La tempête qui s'était accumulée en moi ne semblait plus chaotique. Elle était précise, stable, affûtée en une seule ligne de clarté qui tranchait à travers le brouillard des vieilles habitudes et des vœux pieux. Je n'étais pas impuissante. Je n'avais jamais été impuissante. J'avais juste passé des années à prétendre que leur silence était quelque chose que je méritais. J'ai laissé échapper un long soupir. Le genre qui vient du plus profond du corps, le genre qui emporte avec lui tout ce que vous avez refusé de vous laisser ressentir. La cuisine semblait s'étirer et s'installer autour de moi comme pour reconnaître le changement. J'ai tendu la main et j'ai fermé les dossiers, les empilant soigneusement, presque tendrement. C'étaient des morceaux d'une vérité que j'avais cachée pour protéger ma famille, des morceaux de moi-même que j'avais enterrés parce que je pensais que porter le fardeau en silence me rendait bonne. Cela m'avait rendu invisible à la place. Je me suis détourné du comptoir et j'ai descendu le couloir, la maison sombre à l'exception de la faible lumière de la cuisine. Mes bottes frôlaient le tapis de couloir, et le doux frottement du tissu contre le bois était rassurant. Stable. Comme si mes pieds savaient exactement où ils devaient m'emmener. Quand j'ai poussé la porte de ma chambre, le froid dans la pièce m'a de nouveau frappé, plus vivement cette fois. Mes yeux ont parcouru l'espace familier, la commode que maman m'avait aidé à choisir quand j'avais 17 ans, le couvre-lit que Nora m'avait fait comme cadeau de fin d'études, la petite bibliothèque que j'avais construite avec Blake à l'époque où nous faisions encore des choses ensemble. Ces morceaux de ma vie n'avaient pas changé, mais tout dans la façon dont je les voyais avait changé. C'était la chambre d'une fille qui continuait à choisir une famille qui avait cessé de la choisir en retour. J'ai attrapé la lampe sur ma table de chevet et je l'ai allumée. La lueur jaune et chaude a rempli la pièce, révélant des grains de poussière flottant comme de minuscules étoiles suspendues.
Mon ombre s'étirait le long du mur, grande et immobile. Je l'ai regardée un instant. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait grandi sans s'en rendre compte, quelqu'un qui avait porté bien plus que ce que sa silhouette suggérait. Puis je suis allé au placard. Je n'ai pas hésité. J'ai fait glisser la porte et j'ai regardé l'étagère où se trouvait ma valise. Pendant longtemps, cette valise avait signifié des vacances que je n'avais jamais prises ou des week-ends que je m'étais promis de m'accorder mais que je repoussais toujours. Ce soir, elle signifiait quelque chose de différent. Elle signifiait laisser derrière moi la version de moi-même qui essayait sans cesse de gagner une place dans une maison qui profitait de moi mais ne m'honorait jamais. J'ai tendu le bras et j'ai descendu la valise. Le bruit sourd de ses roulettes frappant le tapis a semblé définitif d'une manière que rien d'autre n'avait fait ce soir. Je l'ai posée sur le lit et je l'ai ouverte. Le son de la fermeture éclair a fendu le silence, une ligne nette et décisive. Il n'y avait pas de larmes. Pas de mains tremblantes. Pas de tremblement de peur. Juste une acceptation silencieuse que rester dans cette maison ne ferait qu'apprendre aux gens qui y vivaient qu'ils pouvaient continuer à me blesser sans conséquence. Et je leur avais appris cette leçon assez longtemps. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Un instant, ma poitrine s'est serrée, m'attendant à papa ou Blake, mais l'écran s'est allumé avec un simple message. Joyeux Noël, Lana. J'espère que tu te reposes après le rush à la boutique. C'était de Tessa. Tessa Morrow était ma meilleure amie depuis l'université, la seule personne qui savait ce que Whitmore Gift signifiait pour moi et combien de nuits j'étais resté éveillé à m'inquiéter des finances, des horaires et de savoir si j'étais assez bonne pour diriger une entreprise seule. C'était une avocate à l'esprit vif et au cœur plus tendre qu'elle ne le laissait paraître. Elle m'avait toujours dit que si j'avais besoin d'aide juridique, de soutien ou d'une amie sur qui m'appuyer, elle était à un appel de distance. J'ai fixé son message plus longtemps que je ne l'avais prévu. C'était comme une porte qui s'entrouvrait au moment exact où j'étais prête à la franchir. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais je savais que si je la contactais ce soir, tout dans ma vie prendrait une nouvelle direction. Une direction où je ne porterais plus ce fardeau seul. J'ai posé le téléphone doucement, laissant l'écran s'éteindre. Puis j'ai commencé à faire mes bagages. Pas dans une précipitation frénétique. Pas avec des mains tremblantes. Mais avec des mouvements délibérés. J'ai plié quelques pulls et jeans. J'ai ajouté le couvre-lit que Nora m'avait fait, la seule chose qui me donnait toujours un sentiment de sécurité. J'ai mis mes articles de toilette dans la poche avant et j'ai glissé une photo encadrée de maman, prise l'été avant sa mort. Son sourire sur cette photo calmait encore quelque chose en moi. Je bougeais lentement, régulièrement, chaque objet étant un petit acte de reconquête de moi-même. Quand la valise fut pleine, je l'ai refermée et j'ai posé mes mains dessus. Le tissu était frais sous mes paumes. Son poids semblait réel, ancrant, comme un choix que j'avais enfin fait pour moi-même. Je suis resté là dans la douce lumière de la lampe, mes mains posées sur la valise, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti quelque chose de proche de mon propre reflet me regardant depuis la fenêtre. Quelqu'un que je reconnaissais. Quelqu'un à qui je n'avais pas accordé assez d'attention. Quelqu'un qui avait attendu silencieusement que je la choisisse. C'était mon moment de rupture. Pas bruyant. Pas violent. Silencieux et stable, comme une porte qui se ferme sur un chapitre qui ne peut plus vous contenir. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai expirée lentement. Mes doigts se sont enroulés autour de la poignée de la valise. Et dans ce petit geste, presque tendre, j'ai réalisé que j'avais enfin touché la partie de moi-même que j'avais abandonnée il y a longtemps. La partie qui méritait d'être choisie. Cette pensée est restée avec moi alors que je tenais la poignée de la valise. Elle m'a accompagné lorsque j'ai éteint la lampe, lorsque j'ai traversé le couloir sombre, lorsque je me suis arrêté une dernière fois dans la cuisine et que j'ai regardé les dossiers à côté des restes froids. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas incertaine. Je me sentais fini. Il n'y avait plus rien à donner à cette maison ce soir. J'ai enfilé mon manteau, soulevé la valise et je suis sorti dans le froid silencieux. L'air a frappé mon visage avec une vivacité qui semblait purificatrice. La neige poudrait le bord de l'allée, scintillant sous le faible lampadaire. Un instant, je suis resté là, à écouter. Le quartier était calme. Pas une seule voiture ne passait. Quelque part au loin, un carillon éolien tintait doucement. J'ai fermé la porte à clé derrière moi et j'ai marché vers ma voiture, mes bottes crissant légèrement sur la neige. Je n'ai pas regardé la maison en arrière. Je n'en avais pas besoin.
Le poids de ce qu'elle représentait avait déjà relâché son emprise sur moi. J'ai démarré le moteur et j'ai descendu lentement Maple Glen Drive, passant devant les fenêtres illuminées que j'avais admirées plus tôt. Les familles étaient toujours rassemblées à leur table. Des rires s'échappaient encore des rideaux. Mais je n'en avais plus envie comme avant. J'avais l'impression d'être une personne sortant d'une histoire qui ne lui convenait plus. Au bout de la rue, au lieu de tourner vers l'autoroute et l'hôtel de Chêne près du centre-ville, j'ai tourné à gauche. Mes mains ont bougé sans hésitation. Mon esprit était clair. J'allais chez Nora Eden. Nora vivait à seulement quelques pâtés de maison de chez nous, dans une petite maison artisanale bleue avec une balançoire sur le porche et un carillon éolien en forme de colibri. Elle était notre voisine depuis des décennies, le genre de femme qui se souvenait des anniversaires, qui connaissait le rythme de chaque saison dans le quartier, qui avait toujours un plat chaud prêt quand quelqu'un traversait une période difficile. Elle avait d'abord été une amie de maman, puis était entrée discrètement dans ma vie après le décès de maman, comme si elle savait que le sol sous mes pieds avait bougé. Quand je suis arrivé dans son allée, la lumière de son porche brillait d'un doux ambre. C'était toujours le cas. Elle la laissait allumer pour elle-même, disait-elle, mais j'ai toujours soupçonné qu'elle la laissait allumer pour les autres aussi. J'ai pris ma valise et j'ai monté les marches. J'avais à peine levé la main pour frapper quand la porte s'est ouverte. Nora se tenait là dans un long cardigan, ses boucles argentées attachées lâchement, ses yeux doux comme ils l'étaient toujours quand elle me regardait. Elle a observé mon manteau, ma valise, l'affaissement fatigué de mes épaules. Elle n'a rien demandé. Elle s'est simplement avancée et m'a serré dans ses bras. J'ai laissé mon front tomber contre son épaule. Elle sentait la cannelle et la lessive, une odeur familière et rassurante. Elle m'a tenu comme maman le faisait. Juste assez longtemps pour que les morceaux de mon cœur se remettent en place sans tomber en miettes. Entre, ma chérie. Sa voix était calme, stable. Tu es en sécurité ici. À l'intérieur, sa maison brillait de lumière de Noël chaude. Un petit sapin se tenait dans le coin, décoré d'ornements qu'elle avait collectionnés toute sa vie. La cheminée crépitait doucement, et une casserole de quelque chose de parfumé mijotait dans la cuisine. J'ai posé ma valise près de la porte et je l'ai suivie à l'intérieur, sentant la chaleur revenir au bout de mes doigts, au centre de ma poitrine. « Assieds-toi une minute, dit-elle, me guidant vers le canapé. Je vais te chercher quelque chose de chaud. » Pendant qu'elle allait à la cuisine, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. 4 appels manqués de papa. Un message vocal. 2 messages de Blake. Une photo de leur dîner, encore brillante sur mon écran de verrouillage. Mon estomac s'est durci. Je ne voulais pas de leurs mots dans ma tête ce soir. Je ne voulais pas de leurs excuses, de leur confusion, de leur tentative soudaine de me prendre en compte après m'avoir laissé derrière. Sans me donner le temps d'hésiter, j'ai ouvert mes contacts et j'ai bloqué le numéro de papa. Puis celui de Blake. Puis le téléphone de la maison. Une rupture nette. Silencieuse. Le genre qui fend quand même l'air en deux. Puis j'ai maintenu le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était réparateur. Quand Nora est revenue, elle m'a tendu une tasse de tisane à la camomille et m'a regardé avec cette compréhension tacite qu'elle avait toujours eue. « Quoi qu'il se soit passé, dit-elle doucement, tu n'as pas besoin de l'expliquer ce soir. » J'ai hoché la tête. Je ne faisais pas encore confiance à ma voix. Après quelques gorgées, j'ai posé la tasse sur sa table basse et j'ai sorti mon ordinateur portable de mon sac. Certains choix ne peuvent pas attendre le matin. Certaines limites doivent être tracées tant que la clarté est encore fraîche. Je me suis connecté à mon compte de prêt immobilier. Comme j'étais l'emprunteur principal, le tableau de bord s'est ouvert instantanément, listant chaque détail que papa ne s'était jamais donné la peine d'apprendre. J'ai cliqué sur les paramètres de paiement automatique et j'ai retiré ma carte. Cela a pris quelques secondes. Une ligne nette et indéniable dans le sable. Ensuite, j'ai changé le mot de passe de connexion, le remplaçant par une longue chaîne complexe que je savais que papa ne devinerait jamais. Mes mains étaient stables. Mon rythme cardiaque ralentissait. Il n'y avait pas de culpabilité. Juste la vérité. Puis j'ai navigué vers la page des informations de contact et j'ai mis à jour l'adresse postale avec une boîte postale que j'avais louée des mois auparavant pour la boutique. C'était étrangement symbolique. Rediriger la correspondance d'une maison que j'avais maintenue seule. Au moment où j'ai terminé, quelque chose en moi s'est senti solide, comme une pierre s'installant à sa juste place. « Ça va,
ma chérie, demanda Nora, s'installant à côté de moi. J'ai de nouveau hoché la tête. Plus que ça n'allait depuis longtemps. Avant que je puisse répondre pleinement, des phares ont brièvement balayé les rideaux. Un instant plus tard, on a frappé doucement à la porte. Nora est allée voir, c'est pas léger. À travers la fenêtre, j'ai vu une voiture de patrouille familière garée au bord du trottoir. C'était Ryan Caldwell. Il habitait à quelques maisons de là et travaillait de nuit avec la police locale. Ryan avait toujours été gentil avec moi, le genre d'homme qui prenait des nouvelles des voisins âgés quand des tempêtes approchaient ou portait les courses pour les nouvelles mamans. Il n'y avait jamais rien eu de romantique entre nous, juste une familiarité tranquille qui venait du fait de vivre dans la même rue la plupart de notre vie. Il se tenait sur le porche, sa veste d'uniforme épaisse contre le froid. Sa buée s'échappait dans l'air. Quand Nora a ouvert la porte, il lui a fait un signe de tête poli avant de me regarder. « Ça va, Lana » demanda-t-il doucement. Ce n'était pas intrusif, pas indiscret. C'était la simple question de quelqu'un qui m'avait remarqué arriver avec une valise la nuit de Noël et qui se souciait assez pour demander. « Ça va » ai-je dit. J'avais juste besoin de changer d'air. Il m'a étudié une seconde de plus, puis a fait un petit signe de tête compréhensif. « D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. » Quand il est retourné à sa voiture, la neige a craqué sous ses bottes, le son s'estompant alors qu'il s'éloignait. C'était étrangement réconfortant, cette brève visite de quelqu'un qui n'avait aucun intérêt dans ma vie mais qui se souciait quand même assez pour frapper à une porte. Nora a fermé les rideaux et m'a touché le bras. « Allons t'installer. » Elle m'a conduite dans le couloir jusqu'à sa chambre d'amis. Le lit était déjà fait avec des draps de flanelle doux, du genre qui ressemble à une étreinte chaleureuse. Un couvre-lit était suspendu au pied du lit. Une petite lampe projetait une lueur dorée sur la commode. Je me suis changé en pyjama, j'ai plié mes vêtements sur la chaise et je me suis glissé sous les couvertures. Le lit m'a accueilli instantanément, berçant les parties de moi qui avaient porté trop de choses pendant trop longtemps. Alors que j'étais allongé là, le calme de la maison de Nora m'a enveloppé. Pas de tension. Pas d'attente. Pas de reste froid attendant dans le frigo. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas endormi en espérant que ma famille me choisisse. Je me suis endormi en me choisissant moi-même. Pendant que je dormais dans la douce chaleur de la chambre d'amis de Nora, la nuit dehors dérivait vers le matin. De retour sur Maple Glen Drive, ma famille était toujours assise dans un restaurant illuminé de Denver, riant devant le dessert, inconsciente que quoi que ce soit dans leur monde avait changé. Ils n'avaient aucune idée que la personne qui maintenait leur maison ensemble en était tranquillement sortie. Il était un peu plus d'1 heure du matin quand papa et Blake sont finalement arrivés dans l'allée. Le quartier était silencieux. Le ciel avait cette obscurité hivernale profonde qui fait parfois que les sons portent plus loin qu'ils ne le devraient. Papa est sorti du camion le premier, resserrant son manteau autour de ses épaules alors que sa buée s'enroulait dans l'air. Blake a suivi, sa voix basse à cause du froid et des boissons de fête qu'il avait appréciées. Leurs pas ont craqué sur la fine couche de givre alors qu'ils se dirigeaient vers la porte d'entrée. Papa a sorti ses clés et a ouvert la porte. Les charnières ont poussé un gémissement fatigué. À l'intérieur, la maison les a accueillis avec le même silence qui m'avait accueilli. Mais cette fois, j'attendais pour parler. Papa est entré dans le vestibule, allumant l'interrupteur avec l'attente désinvolte de quelqu'un qui croit que la vie sera toujours la même à son retour. Blake s'est dirigé vers la cuisine, étirant ses bras et fredonnant la mélodie d'une chanson de Noël qu'ils avaient probablement entendue au dîner. Il n'a fallu que quelques secondes pour que quelque chose semble anormal. Papa s'est arrêté, plissant les yeux vers le couloir fermé. Quelque chose dans l'air était trop calme. Trop intact. Il a descendu le couloir vers ma chambre, s'attendant peut-être à voir ma lumière allumée ou à entendre du mouvement à l'intérieur. S'attendant peut-être à ce que je lui fasse gentiment la morale pour être rentré trop tard ou que je le taquine pour avoir oublié que j'étais rentré tôt de la boutique. Il a poussé la porte de ma chambre. La pièce vide lui a soufflé sa vérité. Pas de valise. Pas de manteau jeté sur la chaise. Pas de chaussures bien alignées contre le mur. Juste le lit, la commode et l'empreinte restante de qui j'avais été dans cette maison. Papa s'est figé dans l'embrasure de la porte. Blake a entendu le silence et s'est précipité. « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» Papa s'est écarté, le laissant voir. Les yeux de Blake se sont écarquillés. Sa voix a baissé. Elle est partie. Papa a secoué la tête lentement, comme si la pièce elle-même mentait.
Non, elle doit être chez Nora ou travailler tard ou quelque chose comme ça. Elle ne part pas comme ça. Mais elle l'avait fait. Et la maison ne le cachait pas. Papa s'est forcé à s'éloigner de l'embrasure de la porte et s'est dirigé vers la cuisine, ayant besoin de quelque chose pour ancrer la panique montante. La lumière du plafonnier bourdonnait faiblement alors qu'il entrait. Un instant, il n'a pas remarqué l'enveloppe sur la table. Son esprit cherchait des raisons, des excuses, des explications qui ne l'obligeaient pas à accepter la possibilité qui le fixait. Mais Blake l'a vu. Il a attrapé l'enveloppe, ses doigts effleurant la surface. Sur le devant, de mon écriture, se trouvaient les mots « Pour quand vous remarquerez enfin ». Papa s'est retourné brusquement. Qu'est-ce que c'est ? Blake a dégluti. C'est de l'ANA. Papa l'a arraché de sa main et l'a déchiré. La première chose qu'il a vue, c'est le contrat de refinancement. Puis les relevés bancaires. Puis les emails. Ligne après ligne, page après page, tout montrant quelque chose qu'il ne s'était jamais donné la peine d'apprendre. Les détails du prêt immobilier. Les paiements manquants. Les mois que j'avais couverts pour lui. La preuve que j'avais été celle qui maintenait la maison en vie. Il a feuilleté les pages de plus en plus vite, sa respiration devenant irrégulière. Il est tombé sur une impression d'un email qui disait « Merci pour votre paiement rapide, Madame Whitmore ». Il a fixé les mots comme s'il pouvait se réarranger en quelque chose qu'il pourrait accepter. Blake s'est penché plus près. « Papa, elle a payé ça. » Papa n'a pas levé les yeux. « Non. Non, elle ne l'a pas fait. » La voix de Blake s'est brisée. « Papa, si. » Tout en bas de la pile se trouvait une seule ligne manuscrite de ma part. J'ai réchauffé les restes assez longtemps. Les épaules de papa sont tombées. Blake a reculé comme si la prise de conscience l'avait physiquement frappé. « Oh mon Dieu !» a chuchoté Blake. « Qu'est-ce qu'on a fait ?» Papa a attrapé son téléphone de sa poche et a composé mon numéro. L'appel a sonné une fois avant d'aller directement à la messagerie vocale. Il a réessayé. Même résultat. Puis il a essayé la ligne de la maison. Puis ma ligne professionnelle. Puis à nouveau mon numéro. Rien. Il a essayé de m'envoyer un SMS. « S'il te plaît, appelle-moi. »« Où es-tu ? On doit parler. »« Lana, réponds-moi. » Silence. Il a appelé une 5e fois avant de s'agripper au bord de la table et de s'asseoir sur la chaise la plus proche. Son visage s'est décomposé, non pas de colère, mais de la prise de conscience naissante que la fille qu'il avait rejetée, négligée et tenue pour acquise avait porté un poids qu'il ne s'était jamais donné la peine de voir. L'homme qui avait toujours cru savoir ce qui se passait sous son toit comprenait maintenant qu'il n'avait pas su grand-chose du tout. Blake s'est affalé sur la chaise en face de lui, l'enveloppe entre eux comme une blessure. « Papa, comment on a pu rater ça ?» Papa s'est frotté les deux mains sur le visage. « Je ne sais pas. Je pensais qu'elle allait bien. Je pensais qu'elle n'avait besoin de rien. » Blake a fixé les papiers devant lui. « Elle avait besoin de nous, papa. » La simple vérité de cela flottait dans l'air, plus lourde que n'importe quel silence qu'ils avaient jamais partagé. Papa a regardé autour de la cuisine, la voyant différemment maintenant. Le chemin de table rouge qu'elle avait repassé. Le garde-manger soigneusement approvisionné. Les relevés de prêt immobilier qu'elle avait maintenus à jour. La lumière du réfrigérateur brillant faiblement derrière la porte, éclairant le seul récipient qu'on lui avait dit de réchauffer à Noël. Il s'est levé lentement et est entré dans le salon. Les photos de famille le regardaient depuis le mur. Il s'est laissé tomber sur le canapé, les coudes sur les genoux, les doigts pressés sur son front. L'épuisement de la journée, le poids de la vérité, le son des appels sans réponse, tout s'est écrasé sur lui en même temps. La maison semblait plus froide sans moi. Plus que ça, elle semblait instable. Comme si quelque chose d'essentiel avait disparu. Papa s'est penché en arrière, fixant le plafond sombre. Sa voix était à peine audible. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle faisait tout ça. Mais la vérité était étalée sur la table, indéniable. Et pour la première fois depuis très longtemps, papa a compris ce que cela signifiait de perdre quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir perdre. Il est resté là, voûté dans la pénombre, des papiers éparpillés sur le sol à ses pieds, et la maison autour de lui reflétant enfin ce qu'il avait refusé de voir. J'étais parti. Et le monde qu'il pensait contrôler avait soudainement, indubitablement, basculé. Papa est resté dans ce salon pendant un long moment,
mais même le choc finit par se transformer en mouvement. Et pendant que je dormais chez Nora, enveloppé dans la sécurité silencieuse de sa chambre d'amis, le soleil se levait sur Ridgewood. La lumière entrait, pâle et froide, se posant sur des rues qui portaient encore le souvenir de la neige de la nuit dernière. Quand je me suis réveillé, c'était au doux cliquetis de la vaisselle dans la cuisine de Nora et à la légère odeur de café qui flottait dans le couloir. Un instant, je n'ai pas bougé. La paix dans ma poitrine semblait inhabituelle, comme quelque chose d'emprunté. Mais elle était à moi. Je l'avais méritée. Je me suis assise lentement, j'ai étiré mes bras et j'ai écouté la maison respirer autour de moi. Pas de tension. Pas d'attente de bruit de pas. Pas de peur des mots que je ne pouvais m'empêcher de préparer. Juste ce matin. Juste de l'air. Je me suis habillé et je suis allé dans la cuisine. Nora avait déjà posé une tasse de café sur la table pour moi, la vapeur s'élevant comme une main douce. « Bonjour, ma chérie, dit-elle doucement. Comment as-tu dormi ? Mieux que depuis des années, ai-je dit. Et je le pensais. Mais la paix est rarement ininterrompue longtemps. La sonnette a retenti juste au moment où je prenais ma première gorgée. Le son était aigu dans la pièce silencieuse. Je me suis figé. Puis j'ai regardé Nora, qui a soupiré d'une manière qui me disait qu'elle savait déjà qui se tenait sur son porche. Elle s'est essuyé les mains sur une serviette et s'est dirigée vers la porte. Avant de l'ouvrir, elle m'a jeté un regard. « Reste ici, dit-elle. » J'ai hoché la tête, mais je pouvais entendre la respiration lourde et irrégulière de l'homme de l'autre côté de la porte. Nora l'a ouverte juste assez pour se glisser dans l'encadrement. La voix de papa est sortie tendue. « Lana est-elle ici ?» Son ton n'était pas en colère. Il était effrayé. Nora n'a pas bougé. « Mason Whitmore, dit-elle calmement, j'ai besoin que vous reculiez de mon porche. » Papa a expiré d'une voix tremblante. « Nora, s'il te plaît. » J'ai besoin de lui parler. Je pouvais l'imaginer parfaitement. Manteau froissé, inquiétude dans les yeux, mains tremblantes non pas de froid mais de quelque chose de plus lourd. Nora a répété avec cette douce fermeté qu'elle maîtrisait depuis longtemps. Recule. Maintenant. Il y a eu une pause, puis le bruit de ses bottes raclant légèrement alors qu'il obéissait. Elle a ouvert la porte plus largement, mais seulement un peu. Lana est en sécurité, dit-elle. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour le moment. En sécurité. Le mot s'est ancré en moi comme une vérité que j'attendais d'entendre de quelqu'un depuis des années. La respiration de papa a vacillé. Puis-je la voir ? Juste un instant. Nora s'est tournée pour me regarder. J'ai soutenu son regard. Je ne ressentais pas de peur. Je ne me sentais pas petite. Je me sentais simplement prête. J'ai posé ma tasse et je me suis dirigé vers la porte. Nora s'est écartée à mon approche, restant proche en soutien silencieux. Les yeux de papa se sont écarquillés quand il m'a vu. Son visage semblait ridé d'une manière que je n'avais jamais remarquée, creusé profondément par une nuit blanche. « Lana » a-t-il soufflé. « Dieu merci. » Je me suis arrêté à 2 pas de l'embrasure de la porte. C'est aussi près que je me suis permis d'avancer. Nora est restée à côté de moi, sa présence stable comme une limite que je n'avais jamais su tracer pour moi-même. Papa a dégluti difficilement. Je suis rentré et ta chambre était vide. J'ai appelé et appelé. J'ai vu cette enveloppe. Et j'ai juste besoin de comprendre. J'ai levé une main, l'arrêtant. Tu as 5 minutes. Il a cligné des yeux, surpris. 5 minutes ? C'est tout ce que j'offre aujourd'hui, ai-je dit. Une lueur de confusion a traversé son visage, mais il a hoché la tête lentement. J'ai attrapé derrière moi le petit dossier que j'avais apporté de ma valise, celui qui contenait les documents les plus essentiels. J'ai sorti un relevé bancaire imprimé et je l'ai tendu. Papa a hésité, puis l'a pris. Ses yeux ont parcouru la page, ses sourcils se fronçant. « C'est le relevé de l'hypothèque, murmura-t-il. Pourquoi tu as ça ? Parce que, ai-je dit, c'est moi qui le maintiens à jour depuis 6 ans. Sa tête s'est redressée brusquement. De quoi tu parles ? Je me suis approché, ma voix stable. Tu penses que cette maison s'est maintenue toute seule ? Tu penses que les paiements manqués disparaissent comme par magie ? Tu penses que les avis de saisie s'en vont par accident ? Papa a de nouveau baissé les yeux sur les chiffres de la page,
ses yeux balayant comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait manqué. J'ai sorti une autre feuille. Et une autre. Et encore une. Chacune documentant les mois où il n'avait pas payé assez. Chacune estampillée, payé, parce que j'avais couvert le reste. Quand il a relevé les yeux vers moi, il semblait plus petit en quelque sorte. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. « C'est toi qui as fait ça ?» J'ai croisé son regard. « Papa, qui penses-tu a maintenu cette maison debout pendant 6 ans ?» Il a ouvert les lèvres mais aucun son n'en est sorti. Son regard a oscillé entre moi et les papiers comme s'il essayait de réécrire ce qu'il disait. J'ai attendu. Il avait été silencieux pendant trop d'années. C'était maintenant à son tour de sentir ce que ce silence créait. Derrière lui, un léger crissement a attiré mon attention. J'ai regardé par-dessus son épaule et j'ai vu Ryan Caldwell faisant sa ronde le long du trottoir. Il a levé les yeux vers nous. Quand il m'a reconnu, il a hoché la tête une fois, lentement et chaleureusement, un petit geste qui me disait qu'il me voyait, me soutenait et n'attendait rien de moi. J'ai rendu son signe de tête. Juste une simple reconnaissance, mais ce moment m'a encore plus stabilisé. Papa s'est légèrement tourné, remarquant la distraction. C'était Ryan ? Il ne fait que passer, ai-je dit. Papa a de nouveau dégluti et m'a regardé, les yeux rouges sur les bords. Lana, pourquoi ne m'as-tu pas dit ? J'ai levé le menton. Parce que tu n'as jamais demandé. Sa respiration s'est bloquée. J'ai regardé la prise de conscience s'abattre sur lui, j'ai regardé comment elle lui coupait le souffle. J'ai continué. Tu n'as jamais demandé comment les factures étaient payées. Tu n'as jamais demandé pourquoi les lettres de saisie avaient cessé. Tu n'as jamais demandé ce qu'il fallait pour maintenir la maison à flot. Tu n'as jamais demandé si je me noyais pendant que tu étais occupé à choisir Blake à chaque fois. Il a fait un pas en avant comme pour m'atteindre, et j'ai reculé. Non. Pas aujourd'hui. Son bras est retombé à son côté. Je suis désolé. Je ne savais pas, j'ai hoché la tête une fois. Tu ne voulais pas savoir. C'est différent. Il a ouvert la bouche, les débuts d'une autre excuse se formant, mais la forme de ses mots me semblait vide. J'avais attendu des années une reconnaissance qui n'est jamais venue. Maintenant qu'elle se tenait devant moi, il semblait trop tard pour qu'elle ait un poids réel. Tes 5 minutes sont écoulées, ai-je dit doucement. Les épaules de papa se sont affaissées. Il m'a regardé pendant un long moment, comme s'il étudiait une version de moi qu'il ne s'était jamais permis de voir. Forte. Stable. Insensible au vieux schéma qui nous définissait autrefois. J'ai fermé le dossier dans mes mains. Papa a regardé Nora, puis de nouveau moi. S'il te plaît, ma chérie. J'ai secoué la tête. Pas aujourd'hui. La lumière du porche l'encadrait d'une lueur pâle alors qu'il faisait enfin un lent pas en arrière. Puis un autre. Il avait l'air perdu d'une manière qui a presque adouci quelque chose en moi. Presque. Mais pas tout à fait. Il s'est retourné et a descendu les marches du porche, ses bottes crissant sur la neige. Il a atteint le trottoir, s'est arrêté une fois comme s'il espérait que je l'appellerais, et quand je ne l'ai pas fait, il a continué à marcher vers son camion. Je l'ai regardé partir sans ressentir ce vieux pincement de culpabilité. Pour une fois, j'ai ressenti quelque chose de totalement différent. Du pouvoir. De la clarté. De l'espace pour respirer. Quand j'ai fermé la porte de Nora et que je me suis appuyé dans le silence, j'ai réalisé à quel point l'air était différent à l'intérieur de sa maison. Il ne portait aucun poids d'attente, aucun vieux schéma pressant contre mes côtes. Je me suis assise un instant sur le bord de la chaise dans son salon, laissant le calme s'installer dans l'espace en moi que papa remplissait autrefois de doutes. Mais la paix n'a pas duré longtemps. Il y avait des décisions à prendre, et ce n'était pas le genre de décision qu'une personne devrait porter seule. En fin de matinée, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de dentelle de Nora en carré doux sur le sol. Elle a posé une assiette de muffins chauds devant moi, puis m'a touché doucement l'épaule. « Tu devrais appeler Tessa, dit-elle. » Pas d'une manière insistante, mais sur le même ton que maman utilisait autrefois quand elle savait que j'étais au bord de quelque chose d'important. J'ai hoché la tête. Mon téléphone était éteint depuis des heures, et pour une fois, je ne ressentais aucune envie de le vérifier. Je l'ai rallumé juste assez longtemps pour envoyer un message. On peut se voir aujourd'hui ? C'est urgent. Tessa a répondu en moins de 5 minutes. Mon bureau. Viens quand tu veux.
Alors j'ai rassemblé chaque dossier, chaque relevé imprimé, chaque morceau de la vérité que j'avais porté seul pendant 6 ans, et je les ai mis dans un sac en toile. Nora a proposé de me conduire, mais j'avais besoin de le faire moi-même. Elle m'a seulement mis un thermos de thé dans les mains avant que je parte. Prends ton temps, ma chérie. Ne te précipite pas au moment de te choisir. Ces mots sont restés avec moi alors que je conduisais vers le centre-ville de Ridgewood, les bâtiments de la ville s'élevant lentement au loin. Les routes étaient dégagées, le ciel pâle de lumière hivernale. J'ai agrippé le volant à 2 mains, me préparant pour ce que je savais qui allait arriver. Ce n'était plus seulement une blessure émotionnelle. C'était devenu une affaire juridique. Une question d'équité. Une question de tracer enfin une limite qui avait été ignorée pendant bien trop longtemps. Quand je suis entré dans l'immeuble du Morrow Legal Group, Tessa attendait déjà dans le hall. Elle portait un tailleur bleu marine et une expression familière d'inquiétude mêlée de détermination. Elle ne m'a pas serré dans ses bras tout de suite. Elle m'a juste regardé attentivement, puis a hoché la tête une fois. « Tu es prête ?» Je l'ai suivie dans son bureau, chaleureux avec ses bibliothèques en chêne et sa légère odeur de café. Elle a fermé la porte derrière nous. Sur son bureau se trouvait un bloc-notes jaune, un stylo et 2 verres d'eau. Tessa n'a pas perdu de temps. « Commence par le début, dit-elle doucement. Chaque détail. » Et je l'ai fait. Je lui ai parlé des paiements d'hypothèque manqués en 2018. L'accord de refinancement. La signature de papa faite dans le brouillard du deuil. Mon rôle en tant qu'emprunteur principal. Les 26 mois où j'ai payé les manques. Le sentiment constant que si je lâchais prise une seconde, tout s'effondrerait. Les restes. Le dîner auquel ils sont allés sans moi. L'enveloppe que j'ai laissée sur la table. Elle a écouté sans m'interrompre, son stylo bougeant rapidement mais ses yeux ne quittant jamais les miens. Quand j'ai terminé, elle a laissé échapper un lent soupir. Tu as porté ça seule pendant très longtemps, Lana. J'ai hoché la tête, mes doigts se tordant doucement autour du thermos que Nora m'avait donné. Tessa a tourné son bloc-notes vers moi et a écrit 3 chiffres en haut. 1, 2, 3. Des options, dit-elle. Toutes raisonnables. Toutes juridiquement saines. Mais chacune dit quelque chose de différent sur ce que tu veux pour ton avenir. Elle a montré la première ligne. 1. On met la maison en vente. On la vend. On partage le produit 60-40 selon la contribution et la propriété. Tu pars libre et net. J'ai imaginé papa et Blake faisant des cartons, la maison mise sur le marché, des inconnus se promenant dans les anciennes pièces de maman. Cela semblait radical. Définitif. Peut-être juste pour certaines familles, mais pas pour la mienne. Pas encore. Tessa a montré la deuxième ligne. 2. Tu transfères l'entière responsabilité de l'hypothèque à ton père. Il devient l'unique emprunteur. Tu te retires complètement. Mon cœur a fait un petit bond. C'était logique. Propre. Mais je connaissais papa. Il se noierait sous ce poids. Et Blake le laisserait faire. Je les avais observés ensemble pendant trop d'années. Puis elle a tapoté la 3e ligne. 3. Tu gardes ta part de propriété. Ton père signe des accords légaux reconnaissant ton rôle et ses manquements à contribuer. Il accepte les limites que tu fixes, assume l'entière responsabilité des futurs paiements, et rembourse ce qu'il doit ou accepte un arrangement formel. Tu restes connecté à la maison sans les laisser t'utiliser à nouveau. J'ai fixé cette 3e ligne. Elle semblait la plus proche de la vérité en moi. Je ne voulais pas déchirer la famille. Je ne voulais pas blesser papa ou le punir avec quelque chose d'irréversible. Mais je ne pouvais pas non plus lui permettre de continuer à s'appuyer sur moi sans responsabilité. Tessa m'a observé attentivement. Tu ne choisis pas la vengeance, Lana. Tu choisis l'équité. Tu choisis d'avoir une voix après des années de silence. Ne confonds pas ces choses. Les mots ont touché quelque chose de brut et de réel. J'ai pris une lente inspiration. L'option 3. C'est celle-là. Elle a hoché la tête comme si elle s'y était attendue depuis le début. Je préparerai les documents. Il devra les signer en présence d'un témoin légal. Pas de raccourci cette fois. J'ai fermé les yeux un instant, laissant la décision s'installer en moi comme un poids qui était exactement à sa place. Quand je les ai rouverts, Tessa souriait doucement. Je suis fier de toi. J'ai ressenti cela plus profondément que je ne m'y attendais.
Après la discussion sur les papiers, nous sommes restés assises quelques minutes de plus dans un silence confortable. Puis Tessa s'est penchée en arrière dans son fauteuil et m'a lancé un regard presque maternel. Cette femme, dit-elle doucement, en faisant un signe de tête vers le monde extérieur, prend enfin soin d'elle-même. Sur le chemin du retour chez Nora, le ciel était devenu couvert, ce genre de gris doux qui rend l'hiver feutré. Je suis entré dans la maison pour trouver Nora assise sur le canapé, tricotant quelque chose dans des tons de bleu et de crème. Elle a levé les yeux quand je suis entré, ses yeux chauds de cet accueil que je n'avais pas ressenti depuis des années. « Comment ça s'est passé, ma chérie ?» Je me suis assise à côté d'elle, le sac de documents toujours à la main. « Ça s'est bien passé. Mieux que je ne le pensais. » Elle a hoché la tête et a repris son tricot, ses aiguilles cliquetant doucement. Après un moment, elle a de nouveau parlé, sa voix plus basse. « Je sais ce que c'est que de se donner à une famille qui ne vous voit pas toujours. » Je me suis tourné vers elle, surprise. « Ma fille, Marianne, dit-elle doucement. Elle a vécu à 5 maisons de moi pendant 15 ans. Je l'ai vue élever ses enfants, nettoyer sa maison et aider son mari à gérer son entreprise. Elle était l'épine dorsale de tout, mais on l'a traitée comme du papier peint. Toujours là, toujours attendue, jamais reconnue. Ma poitrine s'est serrée. Que lui est-il arrivé? Nora a soupiré. Elle est finalement partie. Elle a fait un petit sac une nuit, tout comme toi, et est restée avec moi pendant une semaine entière. Tout le monde était choqué. Mais parfois, une femme doit quitter la pièce pour que les autres puissent voir la place qu'elle y tenait vraiment. Ces mots m'ont enveloppé comme une seconde couverture. Tu n'es pas seule, Lana, dit-elle. Pas dans ça. Plus jamais. J'ai dégluti difficilement, sentant une douleur se dénouer dans mon cœur. Alors que la lumière de l'après-midi déclinait, je me suis assise avec Nora dans ce petit salon, écoutant le rythme doux de son tricot et laissant le poids de la journée s'installer. Demain apporterait la confrontation. Demain apporterait des signatures, des limites et une vérité exposée de manière que papa ne pourrait plus ignorer. Mais ce soir, je ressentais quelque chose de plus stable que la colère ou la blessure. Je me sentais préparé. Plus tard, lorsque le soir s'est pleinement installé et que la maison est devenue silencieuse, j'ai ouvert le sac une fois de plus et j'ai examiné les papiers que Tessa m'avait donnés. Chaque page était un morceau de l'histoire que j'avais réécrite pour moi-même. J'ai signé là où elle l'avait indiqué. Une signature après l'autre. Claire. Ferme. Définitive. Quand j'ai posé le stylo, le choix était complet. J'entrais dans la justice, pas dans la vengeance. Et pour la première fois, la route devant moi semblait être la mienne. Le stylo était encore chaud de ma dernière signature lorsque le lendemain matin est arrivé, gris et lourd de nuages d'hiver. Je me suis réveillé tôt chez Nora, bien avant que le reste du quartier ne s'agite. Un instant, je suis resté immobile sous la douce couverture qu'elle avait bordée autour de moi la veille, écoutant le faible bourdonnement de son chauffage qui poussait de l'air chaud à travers les bouches d'aération. Le calme dans cette pièce ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu depuis des années. Pas le silence tendu et fragile qui venait du fait de me faire petite, mais un silence doux et stable qui donnait l'impression que le monde me disait que j'étais en sécurité maintenant. J'ai respiré lentement, mes yeux traçant le motif subtil du plafond. Le poids de ce que j'avais accepté de faire la veille s'est installé dans ma poitrine, non pas comme de la peur ou de l'appréhension, mais comme quelque chose de plus solide. Une ancre. Une certitude que le prochain chapitre de ma vie ne serait pas écrit par le silence, la culpabilité ou le devoir, mais par le choix. Aujourd'hui, c'était la réunion à la banque. Le jour où tout serait enfin dit à voix haute. Je me suis levé du lit, le sol froid sous mes pieds, et je me suis habillé lentement. J'ai choisi un pull simple, gris doux avec des manches qui couvraient mes poignets. Un pantalon foncé. Des bottes basses. J'ai attaché mes cheveux en arrière proprement. En apercevant mon reflet dans le miroir, je me suis arrêté. Mon visage semblait plus calme. Mes yeux plus clairs. Il y avait une fermeté dans mon expression que je ne reconnaissais pas parce qu'elle avait été enfouie depuis si longtemps. Je n'étais plus la fille qui réparait les trous en silence et en secret. J'étais la femme prête à amener la vérité à la lumière. Nora a insisté pour me conduire, même si la banque n'était pas loin. Elle attendait déjà près de la porte quand je suis entré dans le couloir, une écharpe en laine autour du cou, les clés de voiture pendant à ses doigts. Elle m'a regardé et a souri doucement. Tu as l'air prête, ma chérie.
Sa présence a stabilisé quelque chose en moi qui tremblait depuis des années. Quand elle m'a touché l'épaule avant que nous sortions, j'ai ressenti le réconfort de quelqu'un qui avait vu assez de vie pour reconnaître un tournant quand elle en voyait un. Le trajet jusqu'à l'agence de Ridgewood de la Mountain Crest Bank a duré moins de 15 minutes. La neige tombait légèrement sur le pare-brise, fondant au contact du verre. Le ciel était une nappe pâle de blanc hivernal, du genre qui rend les sons feutrés, comme si le monde lui-même m'offrait un endroit plus doux pour atterrir. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il se mouvait au rythme régulier de quelqu'un marchant vers quelque chose qui n'avait que trop tardé. Papa et Blake étaient déjà là quand nous sommes arrivés. Ils se tenaient près des portes d'entrée, papa les mains enfoncées dans les poches de son manteau, Blake se dandinant d'un pied sur l'autre comme s'il n'avait pas beaucoup dormi non plus. Au moment où ils m'ont vu sortir de la voiture de Nora, ils se sont tous les deux redressés de la même manière rigide et surprise, comme s'ils ne savaient pas comment m'accueillir maintenant que la vérité était révélée. Papa avait l'air épuisé. Ses yeux avaient ce regard vide de quelqu'un qui avait passé la nuit à tourner en rond avec les mêmes pensées sans trouver de repos. Blake avait l'air nerveux, presque fragile, comme si un mot de travers pouvait le faire éclater. J'ai marché vers eux sans me presser. Ils n'ont pas bougé pour me prendre dans leurs bras, et je ne l'ai pas proposé. Papa s'est éclairci la gorge le premier. Lana, merci d'être venue. J'ai hoché la tête une fois. Cette réunion est importante. Blake a dégluti difficilement. On veut juste arranger ça. On parlera à l'intérieur, ai-je dit doucement. Nous sommes entrés tous les trois dans le hall chaleureux. La chaleur nous a enveloppés, portant les légères odeurs de sol ciré, d'encre d'imprimante et de café du poste des employés. Une réceptionniste nous a accueillis et nous a dirigés vers le 2e étage, où se trouvait le service des prêts immobiliers privés. Le trajet en ascenseur fut douloureusement silencieux. Papa se tenait à ma gauche, agrippant la rampe si fort que ses jointures blanchissaient. Blake fixait les numéros des étages qui clignotaient vers le haut, comme si se concentrer sur autre chose l'empêchait de s'effondrer. Je me tenais les mains jointes devant moi, calme, stable, ne me rapetissant plus en arrière-plan. Quand les portes se sont ouvertes, Julia Carter attendait au bout du couloir. Elle s'est levée à notre entrée, lissant son blazer avec un professionnalisme calme. Ses cheveux étaient soigneusement relevés, son expression composée mais chaleureuse. Je me souvenais vaguement d'elle, d'il y a des années, à l'époque où maman gérait encore la plupart des affaires financières. Elle connaissait ma mère. Connaissait notre famille avant que tout ne se fracture. Ses yeux se sont adoucis quand elle m'a vu. Lana, c'est un plaisir de te revoir. J'ai offert un petit sourire. Merci, Julia. Papa et Blake ont pris place derrière moi. Julia m'a placé directement en face d'elle au bureau. L'arrangement semblait intentionnel, comme si cette fois, la pièce elle-même reconnaissait ce qui avait été vrai depuis le début. Que j'étais celle qui tenait cette histoire ensemble. Que j'étais celle qui avait porté la responsabilité. Julia a joint les mains. Je comprends que nous sommes ici pour clarifier la structure financière du prêt immobilier Whitmore. Papa s'est agité sur sa chaise. Je ne réalisais pas qu'il y avait quoi que ce soit à clarifier. Je pensais que j'étais. Il a hésité. Julia non. Monsieur Whitmore, j'ai examiné les documents hier soir. Vous êtes co-emprunteur sur ce prêt depuis début 2018. Votre fille en est l'emprunteur principal et a porté la responsabilité de maintenir cette maison hors de la saisie. La tête de papa s'est relevée d'un coup. Ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Julia a continué. En fait, il me semble qu'elle a sauvé la maison de la saisie il y a 6 ans. Le silence qui a suivi n'a pas flotté dans l'air. Il est tombé comme un poids. Un verdict. Une vérité trop grande pour être ignorée. Julia s'est légèrement tournée vers papa. Saviez-vous qui a sauvé votre maison en 2018? La voix de papa s'est brisée. Non. Non, je ne savais pas, alors permettez-moi d'être clair. C'était Lana. Elle m'a regardé avec un respect que je n'avais pas ressenti de la part de ma famille depuis des années. Quelque chose en moi s'est serré et desserré en même temps. Les coudes de papa sont tombés sur ses genoux. Ses mains ont couvert son visage. Un instant, il a semblé plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Plus petit. Comme si la vérité avait dépouillé toutes les illusions auxquelles il s'était accroché. Mais cette réunion ne portait pas sur l'émotion. Elle portait sur la vérité et les conséquences. Julia a sorti un dossier avec les documents que Tessa avait préparés.
Nous avons 3 documents nécessitant des signatures aujourd'hui. Elle a soulevé la première page. Reconnaissance de contribution. Ce document stipule que Lana a couvert les manques pendant 26 mois et que la banque la reconnaît comme le principal soutien financier de la maison. Papa a cligné des yeux, comme si le nombre l'avait physiquement frappé. 26 mois. Julia est passée à la page suivante. Transfert de responsabilité. À partir de maintenant, vous assumerez l'entière responsabilité de votre part du prêt mensuel et de tout solde impayé. La voix de papa était à peine audible. Je comprends. Julia s'est tournée vers le dernier document. Et enfin, l'accord sur les limites. Ce n'est pas une exigence de la banque mais un accord personnel et légal entre vous et votre fille. Blake s'est penché plus près, lisant les lignes. Plus d'appels à moi lorsque les paiements étaient manqués. Plus de lettres transférées dans ma boîte de réception. Plus de sauvetage de dernière minute qui épuisait ma propre vie pour maintenir la leur en équilibre. Papa a tendu la main, touchant la page avec des doigts tremblants. Lana. Je n'ai jamais su. Je l'ai regardé. Je sais que non. Mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Son visage s'est décomposé, des larmes perlant dans les rides autour de ses yeux. Tu méritais mieux. J'ai hoché la tête lentement. Oui. Et maintenant, je me l'offre à moi-même. Julia a placé un stylo devant lui. Monsieur Whitmore, quand vous serez prêt. Papa n'a hésité qu'une seconde avant de signer. Chaque trait de son stylo semblait être un changement dans l'air. Une redirection. Une correction attendue depuis longtemps. Blake a regardé le stylo bouger avec de grands yeux, comme s'il assistait au poids du passé s'installant sur la page elle-même. Quand papa a terminé, il a posé le stylo avec une main qui tremblait. Julia a rassemblé les papiers proprement. Ils seront classés immédiatement. Merci à tous pour cette réunion aujourd'hui. Nous nous sommes levés. Aucun de nous n'a bougé pour se prendre dans les bras. L'air entre nous semblait changer, pas guéri, mais honnête. Dans le couloir, Blake m'a arrêté. Lana. Je me suis tourné vers lui. Son expression était brute, complètement dépouillée de l'insouciance décontractée qu'il avait portée pendant des années. Je suis désolé, dit-il. Pas parce que papa veut que je m'excuse. Pas parce que c'est la bonne chose à faire. Je suis désolé parce que je l'ai enfin vu. Je vois comment tu as tout tenu ensemble. Je vois comment je t'ai laissé faire. Je vois à quel point il était facile de s'appuyer sur toi simplement parce que tu ne te plaignais jamais. Et je pense que j'étais jaloux de toi. Jaloux de ta force. Peut-être que ça a rendu plus facile de ne pas te remarquer sombrer. Ma gorge s'est serrée, non pas de douleur, mais de quelque chose qui changeait en moi. Une vieille blessure respirant pour la première fois. Merci de dire ça, ai-je dit doucement. Il a hoché la tête, les yeux brillants, et s'est écarté. J'ai franchi les portes de la banque et je suis sorti dans l'air froid. Le ciel au-dessus était gris, doux et infini. L'air avait un goût plus pur en quelque sorte, comme si une respiration que j'avais retenue pendant 6 ans s'était enfin libérée. Je n'avais pas gagné contre mon père. Je n'avais vaincu personne. J'avais gagné contre mon propre silence. Le silence dans lequel j'avais vécu si longtemps. Et cette victoire était suffisante pour me porter vers tout ce qui allait suivre. Un mois s'est écoulé tranquillement, le genre de calme qui semble mériter plutôt qu'imposer. J'avais emménagé dans un petit appartement au centre-ville de Ridgewood, un 2 pièces au 3e étage avec des planchers qui craquent et une lumière du soleil qui entrait doucement chaque matin. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Le premier espace que j'avais choisi pour moi-même sans me soucier de savoir si quelqu'un d'autre approuvait ou avait besoin de quelque chose de moi. Je l'ai meublé lentement, une pièce à la fois, une petite table d'une friperie, un tapis bleu doux, un fauteuil d'occasion que Nora a insisté pour m'offrir comme cadeau de pendaison de crémaillère. Chaque coin de cet appartement ressemblait à une promesse que je m'étais faite. Une promesse d'arrêter de me faire petite. D'arrêter de m'excuser de prendre de la place. D'arrêter de choisir le confort des autres au détriment de ma propre dignité. Même la vaisselle dépareillée dans mes armoires me semblait libératrice. Pour une fois, tout ce que je possédais était choisi par moi, pour moi, sans compromis. La plupart des nuits, je m'endormais en écoutant le bourdonnement du trafic au lieu du silence lourd de la vieille maison sur Maple Glen Drive. Le bruit de la ville est devenu une sorte de berceuse, un rappel que la vie continuait au-delà de ces vieux murs, et que j'y étais revenu. Chaque matin,
je me réveillais sans se ne serrer dans l'estomac qui me suivait comme une ombre, un rappel constant d'attentes non dites et de mines émotionnelles. L'air semblait plus clair. Mes épaules étaient plus légères. Même le simple fait de fermer ma propre porte à clé derrière moi est devenu une déclaration silencieuse que j'appartenais à nouveau à quelque part. Au début, je m'attendais à moitié à me sentir seul. Mais ce ne fut pas le cas. Pas de la manière dont les gens m'avaient prévenu. Il y a une solitude qui blesse, et il y a une solitude qui guérit. Ce que je ressentais était la seconde sorte. Un espace en moi que je n'avais jamais connu. Une sorte de retour à la maison. Whitmore Gift était stable aussi. Janvier était plus calme, mais d'une manière réconfortante. Les gens revenaient avec des cartes cadeaux, échangeaient des articles, cherchaient des cadeaux d'anniversaire ou des plans précoces pour la Saint-Valentin. Les étagères semblaient pleines et vivantes après le rush des fêtes. Quand les clients entraient, la cloche au-dessus de la porte tintait doucement, résonnant dans le magasin comme un salut familier. J'ai retrouvé un rythme, un qui ne m'épuisait pas ou ne me submergeait pas. Un rythme que j'avais choisi. J'ai embauché une assistante à temps partiel pour aider le week-end. Elle s'appelait Cali, une étudiante calme avec une voix douce et un rire facile que les clients semblaient adorer. Même sa façon de se déplacer dans les allées avait une douceur. Elle disait souvent qu'elle se sentait en paix en travaillant dans la boutique, et je la croyais. J'avais mis assez de moi-même dans cet espace pour qu'un peu de paix s'infiltre inévitablement dans les murs. Mon monde était plus petit maintenant, mais plus fort. Nora m'envoyait des SMS presque tous les jours, des petites choses comme une nouvelle recette de soupe ou une photo du coucher de soleil sur son porche. Elle venait à la boutique au moins une fois par semaine, prétendant toujours avoir besoin de papier cadeau ou d'une nouvelle tasse, mais je savais qu'elle voulait surtout prendre de mes nouvelles. Parfois, je passais des soirées chez elle à dîner et à écouter des histoires sur ses petits-enfants. Ces soirées apaisaient quelque chose en moi qui était agité depuis trop longtemps. Tessa prenait aussi de mes nouvelles, non pas en tant qu'avocate mais en tant qu'amie. Elle m'apportait du café les matins calmes, me demandait des nouvelles de la boutique, et s'asseyait parfois avec moi après la fermeture juste pour parler de tout sauf de questions juridiques. Elle m'a aidé à restructurer un plan d'épargne pour la première fois depuis des années, me montrant comment me préparer à une vie construite selon mes propres termes. Elle parlait avec clarté, pas avec pression, et pour une fois, j'avais l'impression de construire quelque chose de solide sous mes pieds. Et puis il y avait Ryan. Il n'a jamais insisté pour obtenir plus que ce pourquoi j'étais prête. Il passait à la boutique lors de ses patrouilles, parfois juste pour dire bonjour, parfois pour voir si j'avais besoin d'aide pour porter des boîtes de l'arrière-boutique. Il avait une constance tranquille qui me rappelait le bien dans le monde que j'avais presque oublié. Il ne s'attardait jamais trop longtemps, n'était jamais intrusif, ne présumait jamais. Il existait en marge de ma nouvelle vie comme une lampe chaude dans une pièce sombre. Pas de romance. Pas encore. Juste de la sécurité. Juste de la présence. Un samedi matin fin janvier, après avoir fermé la boutique plus tôt pour l'inventaire, je suis allé au cimetière de Ridgewood avec un petit bouquet de fleurs d'hiver enveloppées dans du papier craft. La neige avait fondu en plaques inégales le long de l'allée, laissant le sol mou sous mes bottes. L'air était assez froid pour piquer mes joues mais pas assez glacial pour me presser. La pierre tombale de maman reposait sous un vieux chêne, les branches nues contre le ciel pâle. Je me suis agenouillé et j'ai balayé une fine couche de feuilles séchées. Le simple fait de nettoyer la pierre me donnait l'impression de balayer de vieux souvenirs, de faire de la place pour quelque chose de nouveau. Un long moment, j'ai juste regardé son nom, laissant le calme s'installer dans mes os. J'ai posé le bouquet à la base de la pierre. Salut maman. Les mots sont sortis doucement mais portaient un poids, un genre de poids qui venait d'années de conversation que nous n'avions jamais pu terminer. Je me suis assise dans l'herbe froide, mes mains rentrées dans mes manches. Tu sais, j'ai finalement arrêté de réchauffer les restes. Entendre ces mots à voix haute m'a coupé le souffle. J'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine, quelque chose qui y était noué depuis des années. Je pense que tu serais fier. Ou peut-être que tu me dirais simplement qu'il m'a fallu assez longtemps. Une petite brise a traversé le cimetière. J'ai fermé les yeux et je l'ai laissé me traverser. Je me suis choisi maintenant. Je l'ai vraiment fait. Quand je les ai rouverts, le poids qui avait habité mon cœur si longtemps semblait plus léger. Pas disparu, mais soulevé. Maman m'avait toujours vu clairement. J'ai emporté cette vérité avec moi en me levant et en époussetant la terre de mon manteau. Je suis retourné à ma voiture d'un pas plus assuré qu'à mon arrivée. Plus tard cette semaine-là,
Blake est passé à la boutique. Je réarrangeais une présentation de bougies faites main quand la cloche de la porte a sonné et il est entré. Il se tenait maladroitement près du comptoir, les mains fourrées dans les poches de sa veste. Quand j'ai levé les yeux, il m'a offert un sourire hésitant. « Dîner d'anniversaire dans mon appartement ce dimanche », dit-il. « Petit. Calme. J'aimerais vraiment que tu viennes. » J'ai hésité, mais pas par peur des anciens schémas. Je voulais simplement être sûr de choisir par force, pas par habitude. C'était la première fois en des années que je faisais une pause avant de dire oui, et cette pause seule ressemblait à une croissance. J'ai hoché la tête. J'y serai. Un soulagement a instantanément envahi son visage. Il s'est avancé, me serrant brièvement dans ses bras, le genre d'étreinte qui disait qu'il essayait. Vraiment. Cela n'a pas tout réparé. Cela n'a pas effacé les années de déséquilibre. Mais cela a ouvert une porte. Une petite. Et les petites portes peuvent mener à de grands changements. Papa est passé 2 jours plus tard. Je balayais devant le magasin quand j'ai entendu quelqu'un s'éclaircir la gorge près de la porte. Il se tenait juste à l'intérieur, les mains dans les poches, les yeux parcourant lentement les étagères et les présentoirs. « La boutique est magnifique », dit-il doucement. « Ta mère adorerait ça. » Il avait l'air plus vieux, mais aussi plus humble. Comme si le poids du dernier mois avait creusé quelque chose de plus calme en lui. Je me demandais, dit-il prudemment, si tu me laisserais t'aider à décorer la vitrine un jour. Comme ta mère et moi le faisions quand tu étais petite. Seulement si tu le veux, bien sûr. Je l'ai étudié un instant. Il essayait aussi, et cela comptait. J'ai montré le calendrier derrière la caisse. Mardi après-midi. Tu peux venir à ce moment-là. Un sourire a tiré les coins de sa bouche. Merci, ma chérie. Il n'a pas demandé plus. Je n'ai pas offert plus. Les limites tenaient, stables et silencieuses, comme le nouvel échafaudage de notre relation. C'était étrange au début, de construire quelque chose de nouveau avec lui, mais c'était aussi nécessaire. Comme poser soigneusement des pierres de gué à travers une rivière dans laquelle on pensait autrefois se noyer. Le soir, quand je rentrais dans mon petit appartement et que j'enlevais mes chaussures près de la porte, je m'arrêtais parfois au milieu du salon et je respirais simplement. Je n'avais jamais réalisé à quel point le silence pouvait être bruyant quand il était paisible au lieu d'être vide. Je n'avais jamais réalisé tout l'espace que je m'étais refusé, réduisant mes besoins pour s'adapter au confort de quelqu'un d'autre. Maintenant, l'espace m'appartenait. Mes choix. Ma voix. Mon Noël n'était plus un après-coup. Un soir, je me suis assise à ma petite table de cuisine, sirotant du thé tandis que les lampadaires extérieurs scintillaient à travers la fenêtre. Le monde était silencieux, et j'ai ressenti un chaleureux sentiment de clarté s'installer en moi. Pas de colère. Pas de blessure. Juste de la compréhension. Certaines familles vous aiment bruyamment. D'autres, silencieusement. Et certaines ne vous aiment que lorsque c'est pratique. Mais si vous attendez trop longtemps d'être choisi, vous oubliez que vous aviez le droit de vous choisir vous-même depuis le début. C'était ma leçon. Celle que j'ai apprise la nuit où je suis rentré dans une maison sombre avec un récipient de reste froid. Celle qui m'a porté dans chaque décision qui a suivi. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop ou pas assez pour votre propre famille, souvenez-vous de ceci. Le silence peut être un pouvoir, et la vérité peut être la plus bruyante des vengeances. Dites-moi dans les commentaires ce que l'intégrité signifie pour vous et d'où vous écoutez.